Bonjour et bienvenue à ce nouveau Science on tourne au plus près du soleil. Nous sommes ici sur le site du CNRS Centre Poitou-Charentes dans le sud d'Orléans et nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Mathieu Kretschmar et Thierry Dudok de Witt pour nous parler du soleil et de leur recherche. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Thierry. Bonjour Marie-Laure. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre laboratoire. Mais avec plaisir et bienvenue donc au laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, qui est un laboratoire du CNRS, de l'Université d'Orléans et du CNES, l'Agence spatiale française, et où on étudie l'environnement de la Terre, de l'atmosphère jusqu'à très très loin dans l'espace. Et notre spécialité notamment, c'est qu'on fait des instruments pour mesurer cet environnement qui vont ou sur des ballons très haut dans l'atmosphère ou sur des satellites dans l'espace. Observer le soleil, ce n'est pas forcément que pour les scientifiques. Quand on est astronome amateur ou même le grand public, on peut s'intéresser au soleil et utiliser des appareils comme le télescope ou alors le solarscope qui permettent de voir le soleil quand il fait beau naturellement. Alors pendant plusieurs siècles, c'est comme ça qu'on a observé le soleil grâce à ces instruments au sol qui sont précieux, mais qui marchent que quand il y a du soleil. Il suffit qu'un nuage passe et c'est fini. Voilà. Et depuis l'ère spatiale, en fait, maintenant depuis une cinquantaine d'années, grâce aux satellites, il y a toute une ère nouvelle qui a démarré, puisque grâce à ces satellites, on peut observer le soleil 24 heures sur 24 avec une résolution, avec des qualités d'image complètement inouïes. Alors ce soleil, il a quelque chose de particulier, c'est que de temps en temps il est couvert de taches. Alors pendant longtemps, le soleil était un objet immuable, une étoile fixe dans le ciel, jusqu'au moment où les astronomes se sont intéressés à ces fameuses taches. Et il y a un dessin que j'aime tout particulièrement, c'est ce dessin qui a été fait par Galilée aux alentours de 1610, qui représente justement ces fameuses taches solaires qui montrent que le soleil n'est pas forcément l'astre parfait qu'on imagine. Alors ces taches, en fait, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Parce que dès lors qu'on commence à regarder le soleil, non plus en lumière visible, mais en ultraviolet par exemple, on voit une image beaucoup plus riche avec une activité foisonnante. Alors, je vous propose de commencer par cette image. Vous voyez une belle tache. Et j'aimerais juste préciser que tout ce que vous allez voir ici, ce sont des images réelles, avec des couleurs de synthèse, mais tout ceci a été filmé réellement par un satellite qui observe le soleil. Et vous noterez que cette tache en lumière visible, en fait, dès lors qu'on regarde en ultraviolet, eh bien, on va voir des structures qui bouillonnent, qui bougent à tout moment. Quelle que soit l'échelle à laquelle vous regardez, vous allez voir du mouvement, de l'évolution, etc. Et ces images ont complètement révolutionné notre compréhension du soleil. Revoilà le soleil, tel qu'il nous apparaîtrait si on le regardait avec nos yeux, sauf que bien sûr il ne faut pas faire ça, il faut mettre des lunettes pour se protéger. Alors le soleil ne rayonne pas uniquement dans le domaine visible, mais il rayonne sur tout le spectre électromagnétique, donc également des ondes dans le domaine radio, dans l'infrarouge et également dans l'ultraviolet. Alors on va regarder comment le soleil change d'aspect quand on le regarde avec une autre longueur d'onde. Là on passe du visible à l'ultraviolet. Et vous voyez que le soleil a complètement changé d'aspect, et notamment à la place des taches, maintenant on a des zones un petit peu plus brillantes. Ce qui se passe, c'est que quand on passe du visible à l'ultraviolet, on regarde non plus la surface du soleil, mais l'atmosphère du soleil. Une autre chose qui est remarquable dans cette image de l'atmosphère solaire qui est prise dans l'ultraviolet, c'est qu'on sait que la matière qui émet cette lumière est à 1,5 million de degrés. Donc au centre du soleil où l'énergie est produite, il fait 15 millions de degrés. Quand on s'éloigne de l'endroit où l'énergie est produite, logiquement on se refroidit. À la surface, il fait 5800 degrés. Et bizarrement, quand on s'élève encore dans l'atmosphère solaire, la température remonte à plusieurs millions de degrés. Et une des grandes questions de la physique solaire actuelle, c'est de comprendre pourquoi l'atmosphère solaire est aussi chaude. Alors, de quoi est composé le Soleil? Le Soleil est composé principalement d'hydrogène, à 90%. Les 10% restants, c'est presque uniquement de l'hélium. Mais il y a quand même des traces d'éléments plus lourds, comme l'oxygène, le carbone et le fer notamment.
La matière du Soleil, tous ces éléments ne sont pas sous forme solide, comme la Terre, ni sous forme gazeuse, comme l'atmosphère terrestre, mais sous forme de plasma, qui est un gaz ionisé, c'est-à-dire un gaz dans lequel les atomes sont ionisés, c'est-à-dire on leur a arraché des électrons, et donc on a d'un côté des ions positifs, et puis de l'autre côté des électrons négatifs, ce qui fait un gaz chargé, en fait un gaz ionisé. Sur Terre, on n'a pas beaucoup d'exemples de gaz ionisé, de plasma, donc il y a un exemple avec cette boule à plasma, où je crée une décharge électrique entre le centre du dispositif et ma main, et cette décharge va ioniser l'air à l'intérieur de la boule qui émet ensuite de la lumière, ou encore le cœur des flammes chaudes est aussi à gaz ionisé, c'est-à-dire un plasma. Le Soleil est donc composé de plasma, et les ions et les électrons du plasma peuvent faire des courants électriques. Et ces courants électriques créent eux-mêmes du champ magnétique. Le Soleil a donc un champ magnétique. Quand le Soleil est calme, le champ magnétique est à peu près dipolaire, avec un pôle nord magnétique et un pôle sud magnétique. Quand le Soleil est un peu plus actif, on voit l'apparition un peu partout sur la surface solaire de champs magnétiques locaux qui vont structurer le plasma. Et c'est ce qu'on voit sur ce film pris en lumière visible de la surface solaire. On voit le bouillonnement autour de la tache, et puis on voit cette tache où le plasma est beaucoup plus froid et donc plus sombre. Il est piégé par le champ magnétique. Et au bord de la tache, on voit cette structuration du plasma, là, qui en fait rappelle énormément la trajectoire que font les limailles de fer, ou le dessin que font les limailles de fer quand on les met dans un endroit où il y a un champ magnétique fort, ici représenté par un aimant. Et donc on voit ici que le plasma de l'atmosphère solaire crée le champ magnétique, et en même temps est très structuré par ce champ magnétique. Alors le champ magnétique ne structure pas seulement la surface du Soleil, mais il structure toute son atmosphère. Et c'est ce qu'on peut voir sur cette photo, prise dans l'ultraviolet, où on voit le plasma de l'atmosphère qui vient prendre cette forme de boucle là. Et pour expliquer ceci, on imagine un aimant sous la surface du Soleil qui crée un champ magnétique, qui a cette forme là, comme on peut le voir avec la limaille de fer. Et le plasma vient s'aligner le long du champ magnétique, créant ainsi cette boucle coronale. Et alors ces boucles sont extrêmement dynamiques, et c'est ce qui est vu sur ce film en ultraviolet de l'atmosphère solaire à côté. En temps normal, on ne peut pas voir l'atmosphère du Soleil dans le domaine visible. On est obligé d'utiliser des instruments dans l'ultraviolet. Mais lors des éclipses, c'est possible. Lors des éclipses, la Lune va cacher exactement le disque solaire, très brillant, et on va pouvoir voir le plasma de l'atmosphère solaire qui émet de la lumière dans le visible, ou qui réfléchit la lumière dans le visible. Alors cette atmosphère du Soleil très étendue s'appelle la couronne du Soleil, et on peut voir qu'elle est très structurée, et la structure de cette couronne est due au champ magnétique du Soleil. Alors comme il n'y a pas tout le temps des éclipses, on utilise des instruments pour fabriquer des éclipses artificielles, et c'est ce qui est représenté ici dans ce film, où à l'aide d'un instrument, on a caché le disque solaire, et puis autour, vous avez une vue de l'atmosphère solaire traitée à l'ordinateur, et vous allez voir que cette atmosphère n'est pas statique du tout. Et on voit très très bien que l'atmosphère du Soleil, la couronne, s'étend en permanence. Et en fait, il y a un flux de plasma qui s'échappe en permanence du Soleil et qui s'appelle le vent solaire. Alors après ces superbes images, j'aimerais vous en montrer une autre qui est tout aussi réelle, mais qui va nous montrer ce fameux vent solaire dont il a été question. Alors ici, vous voyez le Soleil à droite, c'est la Terre à gauche, et entre les deux, des images qui ont été fortement traitées pour accentuer le contraste, et ce que vous voyez littéralement, c'est le vent solaire, avec des sortes de bouffées, des bourrasques, qui s'échappent du Soleil et qui viennent remplir tout l'espace interplanétaire. Alors, il y aurait plein de choses à dire ici. Vous remarquerez en particulier une petite comète qui vient de derrière la Terre, qui s'approche avec sa queue, et vous verrez que la queue est en permanence balayée par le vent, et d'ailleurs à un moment donné elle se détache. Alors rassurez-vous, le film tourne en boucle, donc c'est normal que la comète réapparaisse périodiquement. Le plus important ici, c'est de voir ces grosses bourrasques qui vont nous intéresser tout particulièrement. Et donc on va à nouveau regarder un film du vent solaire, mais cette fois-ci à beaucoup plus grande échelle. Donc ici, ce qu'on a, c'est le bord du disque solaire, et puis on voit à nouveau ces structures qui se propagent, d'abord proches du Soleil, puis on a à nouveau des bourrasques,
jusqu'à l'orbite de Mercure, et puis jusqu'à la Terre, où elles peuvent causer des événements qui affectent nos activités. Donc ici, on voit vraiment le vent solaire se propager. Alors, les trois grandes questions qu'il faut étudier, c'est le chauffage de l'atmosphère solaire, l'accélération et la propagation du vent solaire, et puis la variabilité du Soleil. Et pour ça, on a besoin de satellites, et notamment on a besoin de satellites à plusieurs points le long du trajet du vent solaire. Et il y a actuellement 2 missions en cours. La première qui va au plus proche du Soleil, à peu près ici, qui ira même à une dizaine de rayons solaires, qui est une mission de l'Agence spatiale américaine, qui s'appelle Parker Solar Probe. Et la deuxième, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui ira un petit peu plus loin, mais on le verra, elle a d'autres instruments que Parker n'a pas, et qui s'appelle Solar Orbiter. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. Alors voilà une vue un peu plus détaillée de ces deux missions, avec ici Solar Orbiter, la mission de l'Agence spatiale européenne, et ici Parker Solar Probe, la mission de la NASA. Le LPC-2E est très impliqué dans ces missions, puisqu'il fournit pour chacune d'entre elles des antennes magnétiques qui se trouvent ici et qui se trouvent ici. Alors, cette sonde-là, Parker, c'est celle qui s'approchera au plus près du Soleil. Et donc, du coup, elle a un gros bouclier thermique devant qui la protège contre la chaleur brûlante du Soleil. Et tous les instruments sont cachés derrière. Pour vous donner une idée, la taille de ce satellite, c'est en gros 2 lave-linges superposés. Et à l'intérieur de ceci, eh bien, on va trouver toute une panoplie d'instruments qui vont mesurer champ électrique, champ magnétique, les particules, la composition pour savoir si c'est l'hydrogène, l'hélium et ainsi de suite. Alors, Solar Orbiter ira moins proche du Soleil, mais par contre, il est un peu plus gros. Il mesurera aussi le champ magnétique et le champ électrique avec des antennes, mais il sera aussi capable de faire des images et des spectres du Soleil en pointant directement sur le Soleil. Et donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir à la fois observer la zone où est mise le vent solaire avec ses imageurs, puis le vent solaire quand il passe au niveau de Parker Solar Probe, puis le vent solaire quand il passe au niveau de Solar Orbiter, pour comprendre l'accélération et la propagation de ce vent. Alors Parker Solar Probe a été lancé avec succès en août 2018 et 3 mois après a déjà effectué un premier passage à proximité du Soleil. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine récolte d'une riche moisson de données qui sont absolument époustouflantes. Et Solar Orbiter Solar Orbiter partira lui en février 2020. L'instrument a déjà été livré auprès du satellite et installé dessus. Donc on attend avec impatience. Et en attendant, Guillaume va vous présenter un peu plus en détail notre instrument pour mesurer le champ magnétique. Pour l'étude du Soleil, à bord des satellites, on va utiliser différents types d'instruments. Donc on va avoir des instruments d'imagerie que sont les caméras, des capteurs photomètres et des coronographes. Également des détecteurs de particules. Donc là, ils vont détecter les électrons ou les particules gamma. Et enfin, des instruments ondes. Les instruments ondes, c'est une des spécialités du LPC-2E. Et avec ces capteurs, on va mesurer les fluctuations du champ électrostatique et du champ magnétique. Pour les missions Solar Orbiter de l'ESA et la mission Parker Solar Probe de la NASA, le LPC-2E a fourni un capteur de champ magnétique. Donc c'est un capteur Serge Coil qui permet de mesurer les fluctuations du champ magnétique. Donc on a ici le modèle d'ingénierie du capteur magnétique Serge Coil qu'on a fourni pour ces 2 missions. Le but de cet instrument, c'est de mesurer les fluctuations du champ magnétique. Donc on a 3 antennes qui sont montées orthogonalement. Avec chacune de ces antennes, on va mesurer une composante du vecteur champ magnétique et à la fin, ça permettra d'obtenir les 3 composantes X, Y et Z. Le principe de fonctionnement du capteur Serge Coil, c'est basé sur la loi de Lenz. En fait, pour chaque antenne, on va avoir un bobinage comme celui-là. Et la loi de Lenz dit que si le bobinage est traversé par un champ magnétique variable, il va créer une tension aux bornes de ce bobinage. Pour expliquer le principe de fonctionnement de la loi de Lenz, donc on va reprendre ici un bobinage. Un aimant, donc il y a un champ magnétique fixe et qui en se déplaçant va créer la variation du champ magnétique. Donc ce qu'on peut voir ici, si on insère l'aimant à l'intérieur du tube, le mouvement a créé une tension aux bornes du bobinage.
Cette tension aux bornes de bobinage va être récupérée à l'intérieur du capteur par une électronique et amplifiée et conditionnée pour la transmission vers la numérisation. Un des challenges techniques des instruments que l'on a fournis sur les 2 missions solaires, c'est évidemment les conditions de température. On voit ici le capteur Serge Coil sur la mission Parker Solar Probe, donc à l'extrémité d'un bras, ce qui permet de s'éloigner du satellite et des parasites qu'il va pouvoir générer. Et on voit devant en fait le satellite, le bouclier thermique qui va protéger du soleil. Mais la conséquence de ça pour le capteur qui est toujours à l'ombre de ce bouclier thermique, c'est qu'il n'aura aucune source de chaleur, donc il sera soumis à des températures très très froides de l'ordre de moins 145 degrés. Pour protéger le capteur de ces très basses températures, on va l'isoler grâce à une couverture thermique qui s'appelle une couverture MLI, donc en anglais Multi-Layer Insulation ou isolation multicouche en français. Donc on voit ici un échantillon, donc ça marche comme sur les couvertures de survie. Donc on a une première couche ici qui est brillante, ça va protéger le capteur des flux radiatifs. Et après, on a ici un filet qui va protéger et isoler de la conduction. Et ce nombre de couches, on va le répéter plusieurs fois pour avoir justement une isolation multicouche. Donc le capteur, on va venir l'emballer, complètement le recouvrir avec cette couverture thermique. Donc là, c'est un matériau qui a des surfaces assez sensibles, donc on doit le manipuler avec des gants et très soigneusement. Donc là, voilà, on vient le positionner autour du capteur. Et là, comme le capteur il va être soumis à des températures très basses, il faut vraiment bien l'isoler. Donc du coup, ce n'est pas une, mais 2 couvertures thermiques qu'on va venir mettre sur le capteur. Voilà, là le capteur est protégé dans sa configuration telle qu'il sera sur le satellite. La couverture thermique va permettre d'isoler le capteur sur quasiment toute la surface d'échange qu'il peut avoir, sauf à un endroit donné, c'est la surface sur laquelle on va fixer le capteur. Donc là aussi, il a fallu faire un travail pour améliorer l'isolation thermique. Donc c'est pour ça qu'on a placé une semelle isolante entre le capteur et le satellite. Donc cette semelle, elle est fabriquée dans un matériau isolant qu'on appelle du PIC. Et surtout, on l'a usinée et creusée ici pour réduire les surfaces de contact et du coup les surfaces d'échange thermique. Donc là, le capteur, il est bien isolé, radiativement et conductivement, grâce à la couverture thermique et la semelle isolante. Malgré tout, ce n'est pas suffisant, on va avoir des températures très froides et à l'intérieur, il y a des éléments sensibles à la température. Donc on doit mettre à l'intérieur un réchauffeur qui va permettre de maintenir l'électronique dans sa gamme minimale acceptable qui est de moins 50 degrés. Donc ce réchauffeur, en fait, il va être fabriqué à l'extérieur du laboratoire. Et comme tous les éléments du capteur qui sont fabriqués en sous-traitance à l'extérieur, à la réception, on va faire un contrôle d'entrée qui va permettre de vérifier que ce qu'on a reçu, c'est conforme aux spécifications qu'on a données aux fabricants. Donc cette inspection, cette vérification, c'est le rôle de l'ingénieur qualité qui travaille sur le projet. Donc c'est Clémence sur Parker Solar Probe qui s'occupe de ça. Comme pour tous les composants du spatial, nous allons faire une inspection visuelle du réchauffeur. À ce titre, nous allons procéder premièrement au déballage. Nous allons vérifier que la quantité que l'on a reçue est bien celle que l'on a commandée. Nous rentrons ensuite dans une salle propre pour procéder au déballage du composant. Nous effectuons une inspection visuelle que l'on peut faire sous binoculaire qui nous permet d'identifier les défauts de fabrication, par exemple, d'un composant. Nous pouvons également faire des inspections à l'aide de lumière blanche ou lumière UV avec laquelle nous allons identifier des poussières notamment, ce qu'on appelle aussi la contamination particulière. Nous prenons des photos pendant ces tests et inspections. On rédige avec ces photos des rapports qui nous permettent de garder l'historique et la traçabilité de ce qu'on a fait. Comme ça, s'il y a une anomalie ou s'il y a un problème à un moment du projet, on peut remonter à l'origine de ce problème. La qualité projet, c'est une activité qui touche tout le monde. C'est important de s'assurer de la fiabilité et de la sûreté de fonctionnement de notre instrument, notamment des composants qu'on intègre dessus. On attend vraiment une grande performance pour cette mission, cet instrument. Je vous laisse Guillaume vous présenter donc les performances plus précisément. Les performances de l'instrument, elles sont fixées par les scientifiques au début du projet.
Pour les 2 missions solaires, on attend du capteur Serge Coil qu'il mesure des variations du champ magnétique de l'ordre de 30 femtotesla. Donc pour donner un ordre d'idée, si on considère le champ magnétique terrestre qui fait à peu près 50 microtesla, sur les missions solaires, on va aller mesurer des variations du champ magnétique qui seront 1 milliard de fois plus petits que le champ magnétique terrestre. Une fois les données des instruments acquises sur le satellite, elles vont être retransmises sur Terre par télémesure, mais avant d'être exploitées par les scientifiques, il va y avoir une phase de traitement de données justement pour les rendre exploitables, et c'est Claire qui va vous présenter cette étape. Une fois les données acquises sur la sonde, il faut les récupérer et les mettre à disposition des chercheurs. La première étape, c'est de les faire descendre de la sonde vers le centre de mission. Comme c'est une mission américaine, le centre de mission est aux États-Unis. Moi, je vais les chercher sur ce centre de mission, je les rapatrie ici, je les pré-traite et ensuite je les mets à disposition des chercheurs. La première difficulté, c'est de communiquer avec la sonde. Si je prends ici mon petit modèle de sonde, ici j'ai le bouclier solaire et là j'ai la face avec l'antenne de communication et le bras avec notre capteur au bout. Si je prends la caméra comme soleil, si je suis trop proche du soleil, il faut que je protège mes instruments, donc je dois rester dans cette position. Si je suis trop loin du soleil, j'ai froid, j'ai pas assez d'énergie, je ne peux pas communiquer. Alors on a une petite zone pendant laquelle on va pouvoir retourner la sonde si besoin, et pendant cette zone-là, on peut communiquer avec la Terre. Mais il faut pouvoir orienter la sonde dans la direction de la Terre, sinon pas de communication. Comme si votre téléphone portable était trop loin des antennes de téléphone. Alors je vais vous montrer une petite animation de l'orbite de Parker. Parker est ici, sur l'orbite bleue on a la Terre et au centre on a le Soleil. Et là, sur les 3 mois d'orbite, les petites zones ici, c'est celle sur laquelle on peut communiquer. Donc c'est très court, il faut compresser les données. Les électroniciens stockent toutes les données de façon très dense, mais ce n'est pas lisible. Donc pour que le chercheur puisse travailler, moi, mon travail, avec l'aide de la documentation des électroniciens, c'est d'aller récupérer les données et de les lister dans des tableaux beaucoup plus faciles d'accès. Comme ça, les chercheurs se concentrent juste sur la science. Alors une fois qu'on a récupéré toutes les données, grâce au travail de nos ingénieurs, on va enfin passer à la dernière phase, qui est l'exploitation scientifique à proprement parler, et donc vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le vent solaire. Et ça, on le fait en équipe, et on travaille en particulier avec des doctorants qui nous accompagnent dans l'analyse et le dépouillement de toutes ces données-là. Voilà, bienvenue dans le bureau des doctorants. Ici, nous travaillons en équipe. Je vous présente en particulier Andrea La Rosa, qui est un de nos doctorants qui va travailler sur ces données du vent solaire. Je travaille sur les données du capteur magnétique et j'étudie les ondes qui se propagent à toute à proximité du Soleil et les interactions de cette onde avec les particules. Dans ce moment, on a trouvé dans nos données beaucoup de structures magnétiques et on est en train de les étudier en grand détail parce qu'on croit que ça peut être important pour l'échauffement de la couronne. Chercher cette onde dans les données, c'est beaucoup difficile parce que dans les signaux, il y a beaucoup de bruit et donc ils sont difficiles à repérer. Et donc, imaginez-vous, c'est comme vous cherchez une seule voix dans une foule. Alors pour observer le Soleil, on dispose aussi d'instruments au sol, cette fois-ci, qui sont des compléments précieux. Et en France, on a la chance parce qu'un des instruments les plus connus et les plus utilisés, ce sont ceux de la station de radioastronomie de Nancy, qui parlent d'ici parce que ça se trouve en plein soleil. Et alors le site de Nancy est équipé de plusieurs radiotélescopes. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle le grand radiotélescope. Mais pour observer le Soleil, on se sert d'autres instruments, et notamment de ce qu'on appelle le radiohélographe, qui permet réellement de faire des cartes du Soleil. Avec la particularité, c'est qu'ici, on ne travaille plus en lumière visible, mais on travaille dans le domaine des ondes radio qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Et donc ces données-là sont particulièrement intéressantes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la haute atmosphère solaire, mais elles servent aussi à d'autres fins. Par exemple, un des instruments de Nancy
dans un projet qu'on appelle Orphée, sert à l'armée de l'air comme station de prévision pour prédire l'arrivée imminente de perturbations d'origine solaire. Alors ces perturbations de vent solaire dont nous avons parlé, quand elles traversent l'espace et arrivent au niveau de la Terre, elles vont en quelque sorte perturber notre environnement terrestre. Ce que je veux dire par là, c'est que le champ magnétique va être secoué. Alors sur Terre, on ne remarque absolument rien, mais au-dessus de nos têtes, à plusieurs centaines de kilomètres, il y a des courants assez intenses qui vont être générés, et ces courants peuvent avoir des répercussions jusqu'au niveau du sol. Alors on le sait en particulier en regardant les GPS dont tout le monde se sert aujourd'hui pour se déplacer et connaître sa position avec précision. Eh bien, il arrive que la position donnée par les récepteurs GPS ne soit plus assez précise. Cela arrive en particulier quand on est près des pôles ou bien en Scandinavie, et cela peut être particulièrement gênant, par exemple, quand les avions doivent atterrir en se servant uniquement du GPS. Donc on parle ici d'une nouvelle science qu'on appelle la météorologie de l'espace, qui concerne littéralement à faire le lien entre l'activité solaire, ce qui se passe au-dessus de la Terre, dans le milieu spatial, et ce qui concerne d'autres technologies comme le GPS. Alors ces perturbations de vent solaire peuvent aussi affecter nos réseaux électriques. Ces courants qui circulent très haut au-dessus de nous vont influencer le champ magnétique et ça peut, dans certaines conditions, conduire à une rupture de la fourniture d'électricité, surtout aux heures de forte demande. Et on cite souvent l'exemple de ce qui s'est passé au Québec au mois de mars 1989, quand en pleine période de forte demande d'électricité, tout à coup, le réseau électrique a disjoncté, plongeant dans le noir plusieurs dizaines de milliers de personnes pendant plusieurs heures. Donc voilà un exemple concret de la manière comment l'activité solaire peut venir avoir un impact direct sur nos technologies et sur notre mode de vie après. Alors Thierry, ce qui marque quand on rentre dans votre bâtiment, c'est ces vitrines. Qu'est-ce que ça représente pour les gens du laboratoire? Alors pour nous, c'est toute l'histoire du laboratoire, puisque nous avons ici des instruments dont certains ont plus de 30-40 ans. Tous ces instruments ont été conçus, développés au laboratoire. Et là, vous avez la copie conforme d'appareils qui fonctionnent ou ont fonctionné sur les satellites, ou bien encore sous des ballons stratosphériques, comme cette nacelle qui est derrière moi. Alors juste pour vous donner un exemple, l'antenne qui est ici, c'est une antenne qui a volé encore tout récemment sur un satellite qui a atterri sur la planète Titan. Mais Thierry, pourquoi ce sont toutes que des copies? Il n'est pas possible de récupérer ces instruments? Alors c'est une bonne question. Techniquement parlant, ce n'est pas évident du tout d'envoyer un satellite et de récupérer l'instrument. Mais il y a une autre raison à cela, c'est que les durées de développement et les durées des missions sont extrêmement longues. Par exemple, la mission qui a été visiter la Titan et qui a emporté cet instrument-là, cette mission-là, elle a mis plus de 10 ans pour arriver jusqu'à Titan. Et de la même façon que ces durées sont très longues, les distances à parcourir sont absolument gigantesques. Tu as présenté beaucoup de valeurs, de distances colossales, tellement gigantesques que est-ce que tu peux nous donner un peu une analogie, montrer un peu les proportions dans tout ça? Oui, tu as tout à fait raison. Je crois que ça fait du bien de replacer un peu les choses et de voir quelles sont les proportions. Alors c'est pour ça que j'ai pris cette orange. Imaginons que cette orange représente le soleil, donc on va tout ramener à la taille de cette orange-là, qui fait à peu près 10 cm. La Terre, par rapport au soleil, est à peu près 100 fois plus petite. Donc si ceci était le soleil, la Terre serait représentée par cette toute petite lentille à côté. On voit déjà les proportions. Et alors maintenant, ce que je vais faire, je vais m'éloigner et je vais respecter les proportions pour avoir la bonne distance entre le soleil et la Terre. Je confie le soleil et je vais m'éloigner avec la Terre de ce soleil en respectant les proportions et cela va représenter en réalité 150 millions de kilomètres, mais moi-même je vais faire que 10 mètres. Voilà. Voilà, nous sommes ici à 10 mètres du soleil et c'est, si je respecte les proportions, évidemment la distance à laquelle se trouve le soleil de notre étoile. Alors il y a un ensemble de satellites qui gravitent dans l'espace à peu près dans cet environnement-ci. Les deux missions solaires dont nous avons parlé vont se rapprocher davantage. Et pour vous donner une idée des proportions, la mission Parker Solar Probe, elle va s'approcher du Soleil, toujours en respectant les proportions, à cette distance-là à peu près, une cinquantaine de centimètres. Ce qui est déjà énorme parce qu'on est vraiment à proximité immédiate de cette fournaise. Alors évidemment les scientifiques, ils aimeraient bien s'approcher davantage, parce que plus on s'approche du Soleil, plus les phénomènes deviennent extrêmes, passionnants, et là on entre vraiment
en terre inconnue, il y a énormément de mécanismes qui s'y produisent qu'on comprend très très mal. Et donc on sait que dans les prochaines décennies, forcément on voudra avoir une mission qui s'approchera encore davantage, peut-être même jusqu'ici si on y arrive, sachant que c'est un formidable défi technologique et humain qui nous attend. Effectivement. Ouais. Alors vous l'avez compris, ces projets spatiaux, ces projets qui font intervenir des satellites, c'est une formidable aventure, une aventure qui s'étend sur des dizaines d'années, parce qu'il faut des dizaines d'années d'abord pour monter un projet, et une fois que le satellite est là, eh bien, il faut l'explorer, l'exploiter et analyser toutes ces données-là. Et c'est aussi une aventure humaine incroyable, parce que comme vous avez vu, pour faire un projet spatial, il y a besoin de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens qui vont faire les instruments, de personnel gestionnaire, administratif, qui vont réussir à faire que le projet avance bien, qui vont le soutenir à leur manière. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs étudiants qui étaient impliqués aussi. Et comme c'est des projets qui s'étalent dans le temps, et ben on voit toutes ces personnes évoluer et grandir. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc on espère que si vous avez l'opportunité un jour de pouvoir contribuer à un projet spatial, et ben que vous pourrez saisir cette chance comme nous on a pu le faire.